Bien, chers amis, nous allons commencer cette réunion consacrée à la Turquie et au processus d'élargissement de l'Union européenne. Merci à tous et à toutes d'avoir répondu à notre invitation. Les relations entre la Turquie et l'Union européenne ne sont peut-être pas à l'actualité la plus brûlante, mais en réalité, c'est une sorte de serpent de mer, puisque la question est posée depuis maintenant de nombreuses années. Et nous avons pensé utile de réfléchir et de débattre ensemble sur l'état actuel de ces relations turco-européennes, avec leurs difficultés, il ne faut pas se le cacher, mais aussi peut-être avec quelques espoirs pour les années à venir. Avant de laisser la parole à nos intervenants, j'aimerais quand même faire quelques très brefs rappels de manière à essayer de cadrer le débat. Parce qu'il y a quand même des faits qu'il est bon de garder à l'esprit quand on veut raisonner au présent et à l'avenir. Je rappelle pour tout le monde que tout d'abord, c'est les négociations officielles, les pourparlers d'adhésion, se sont ouvertes le 2 octobre 2005. Il y a donc 18 ans maintenant. Et vous le savez, comme pour tout État candidat, eh bien, il faut, pour le candidat, intégrer ce qu'on appelle le droit communautaire dans le droit national de l'État candidat. La partie est rude, c'est environ 90 000 pages d'acquis communautaires qu'il faut absorber. Et comme vous le savez aussi probablement, pour tout État candidat, il y a 35 chapitres différents les uns des autres, concernant des domaines comme la pêche, l'éducation supérieure, l'industrie, bon, enfin, etc. Chaque chapitre doit être ouvert, négocié, puis refermé, sachant qu'on peut ouvrir plusieurs chapitres à la fois. Or, en 18 ans, seulement 16 chapitres ont été ouverts et un seulement a été refermé. Alors, un certain nombre sont bloqués ou par la Commission ou par le gouvernement chypriote grec. Je ne rentre pas dans les détails, mais simplement ce que je veux souligner, c'est qu'à ce rythme-là, on peut peut-être imaginer que la Turquie entrera dans l'Union européenne au troisième ou quatrième millénaire. Je rappelle aussi qu'en 1963, lors de la signature du traité d'Ankara, il y avait un article, l'article 28 pour être très précis, qui traçait la perspective de l'adhésion pleine et entière de la Turquie à ce qu'on appelait à l'époque la communauté économique européenne, le jour venu, était-il précisé. Alors le jour venu, évidemment, peut laisser une série d'interprétations. En tout cas, ces quelques rappels très rapides et très brefs peuvent nous permettre de comprendre le désappointement, parfois l'amertume, de la Turquie, car quand l'accord d'Ankara, le traité d'Ankara a été signé, il y avait 6 membres dans la communauté économique européenne. Maintenant, nous sommes 27. Évidemment, le temps a passé et la Turquie est toujours candidate. Et puis, autre exemple, la Croatie, et croyez bien que je n'ai rien contre la Croatie, a commencé son processus d'adhésion en même temps que la Turquie. Or, la Croatie est membre de l'Union européenne depuis 2013. Et puis, dernier facteur, petit rappel, mais c'est pour vous, mettre en mémoire la difficulté, les obstacles qui existent. Ces négociations ouvrent en 2005, je l'ai déjà dit. 2 ans plus tard, en 2007, le président de la République française, Nicolas Sarkozy, et la présidente du Conseil, la première la chancelière allemande, je vais y arriver, Madame Merkel, décident tous les deux de parler de partenariat privilégié. Donc nous étions dans une situation un peu schizophrénique. Une perspective, c'était l'adhésion pleine et entière. Or, 2 responsables politiques européens de première importance parlent, 2 ans après l'ouverture des pourparlers d'adhésion, de partenariat privilégié. Alors bien sûr, nous savons que depuis lors, les tensions se sont manifestées à maintes reprises entre les 2 parties, entre l'Union européenne et la Turquie. Et nous savons aussi que l'Union européenne explique en partie ces blocages par la question de l'état de droit, l'état préoccupant des droits démocratiques individuels et collectifs en Turquie. Alors ce sont de véritables
et sérieuse question, ça on ne peut pas le nier, mais ce que je voudrais aussi souligner, c'est que si on regarde très précisément le cours des négociations, depuis donc presque une vingtaine d'années, on s'aperçoit que quand le jeu des négociations était véritablement joué, il y a eu plutôt une extension des droits individuels et collectifs en Turquie, et c'est depuis le moment où, au contraire, on a l'impression que les Européens ont laissé ce dossier un peu en déshérence, qu'il y a eu ce que je considère, moi, comme des dérives liberticides. Alors évidemment, je ne veux pas rendre responsable l'Union européenne des manquements aux droits démocratiques en Turquie, ce n'est pas du tout le propos, mais il y a quand même une corrélation, et je pense qu'en l'occurrence, les accusations de l'Union européenne à l'encontre de la Turquie peuvent être justifiées, mais il faut aussi en comprendre les dynamiques et les logiques politiques. Alors nous ne sommes pas ici pour faire de l'histoire, au contraire, nous allons tenter plus précisément de cerner l'état actuel des relations et j'espère voir plus distinctement quelques perspectives que je souhaite positives dans la relation entre les deux parties. Et on a un certain nombre de documents qui vont peut-être en ce sens. Vous l'avez peut-être vu, alors attendez, je cherche son titre, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, j'ai du mal à mémoriser ce titre à rallonge, a sorti un rapport il y a une semaine juste, qui indique un certain nombre de perspectives plutôt positives, il est vrai, mais jamais en posant la question de l'adhésion. Donc, se pose pour nous, qui sommes attachés à cette relation bilatérale, en dépit des difficultés, des obstacles, des défis, eh bien, tenter d'essayer de tracer des perspectives de court et de moyen terme, ce que nous allons faire, ou tenter de faire ce soir. Et pour ce faire, je remercie nos trois intervenants qui nous font l'amitié, l'honneur d'avoir accepté l'invitation. Donc, Denis Unal, qui est économiste, qui travaille au CEPI et qui, évidemment, entre autres, travaille beaucoup sur l'état des relations turco-européennes, notamment d'un point de vue économique. Bahadur Kalhas, qui était déjà là il y a quelques mois pour un débat juste avant les élections présidentielles et législatives en Turquie, qui, lui, a travaillé longtemps à Bruxelles, est retourné en Turquie depuis plusieurs années désormais, et qui est le président de l'Institut du Bosphore. Enfin, Federico Santopinto, qui est directeur de recherche à l'IRIS, qui est notre responsable du programme Europe à l'IRIS, qui n'est pas un spécialiste de la relation turco-européenne, mais c'est pourquoi il était intéressant d'avoir son point de vue. Federico travaille plus spécifiquement sur les questions de défense, d'autonomie stratégique européenne, et Federico est une partie de la semaine à Bruxelles, donc il a aussi un œil avisé sur les méandres des instances décisionnaires à Bruxelles. Donc merci à vous trois pour votre présence. Alors, pour terminer, on va procéder de la façon suivante. Je poserai quelques questions à chacun de nos intervenants. Ils répondront, bien sûr, dans les limites du temps que je leur ai démocratiquement imparti, 5 minutes chacun. Et puis, dans une deuxième séquence, eh bien, nous prendrons les questions de ceux et celles qui sont connectés, et ils sont 127. Là, j'ai le chiffre sous les yeux, donc nous sommes finalement assez nombreux pour cette conférence débat, et tant mieux. Alors, je voudrais commencer par toi, Bahadur, pour te poser la question la plus générale peut-être, c'est que nous connaissons, pour les raisons que j'ai évoquées très rapidement, l'état et les turbulences qui existent fréquemment entre la Turquie et l'Union européenne dans leur processus de négociation. Est-ce que tu peux nous faire un point rapide, bref, schématique probablement, sur l'état actuel d'un point de vue politique de la relation entre les deux parties? C'est-à-dire, en réalité, quelle est la tonalité de ton point de vue des derniers rapports de la Commission européenne, du Parlement européen sur la relation avec la Turquie? Quels sont, de ce que tu as lu, les dossiers d'intérêt commun qui ressortent avec le plus de prégnance? Et peut-être, si tu as le temps, une question sur qui je sais, est importante pour toi, la question de l'union douanière et de sa nécessaire modernisation. Combien de minutes par question encore? Non, 5 minutes pour l'ensemble.
D'accord, merci Didier, c'est toujours un grand plaisir. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Euh, L'état actuel des relations entre l'Union européenne et la Turquie ne vont pas définir l'avenir des relations entre l'Union européenne et la Turquie, puisque plus que jamais, le monde change, la Turquie change, et l'Europe change et devront changer. Surtout la Turquie et l'Europe. Pour qu'on puisse avoir une équation où on part de la Turquie dans une Europe à l'échelle mondiale concurrentielle, c'est finalement, quand il y a eu cette décision de 2003, à la fin de cette année, Jacques Chirac, président de la République à l'époque, dans son allocution de la fin de l'année, aux Français, il avait dit, enfin, il parlait de toutes les décisions qu'il a prises durant l'année. Et concernant la Turquie, il a dit que, voilà, mes chers concitoyens, nous avons aussi décidé de l'ouverture des négociations d'adhésion avec la Turquie. Nous pensons que alors là, il a bien fait, il a dit une phrase dans laquelle se trouvent les trois facteurs de l'équation. Il a dit que une Turquie qui remplirait les critères d'adhésion donnera à l'Europe la taille critique dont elle a besoin pour mieux faire face aux défis de la mondialisation. Donc, le monde, la Turquie et l'Union européenne. Et voilà trois facteurs, trois acteurs qui changent. L'état actuel est très, donc la première réponse, l'état actuel des relations est très simple concernant la question d'adhésion. La Turquie ne va pas adhérer à l'Union européenne, pas cette circuit-ci, parce qu'elle ne remplit pas les conditions, et pas à cette Europe-ci, parce que l'Europe n'est pas prête, surtout quant à c'est dommage. Enfin, il y a une intégration différenciée de facto, mais cette intégration différenciée, cette géométrie variable à l'échelle continentale doit être mieux structurée institutionnellement, politiquement, économiquement, pour qu'il puisse y avoir des différentes formes d'adhésion plus flexibles peut-être, pas seulement pour la Turquie, mais pour le Royaume-Uni, la Suisse, la Norvège, les pays balkaniques, les pays de la mer Noire, peut-être le Caucase. Donc, il faut voir ce que la forme que cette Union européenne va prendre, on espère, bientôt. Mais le monde, les défis de la mondialisation font déjà partie de la photographie d'aujourd'hui. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de changement beaucoup plus radicale peut-être que la télévision généralisée, les antennes satellites, les chaînes d'information 24 heures, et puis l'Internet, et puis les téléphones intelligents, les médias sociaux. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on sera dans un cadre analytique beaucoup différent, et aussi la concurrence, enfin la Chine, d'autres questions géostratégiques, le Moyen-Orient, la transition énergétique, toutes les nouvelles technologies sur la Terre et à l'orbite, à l'espace, vont changer le cadre analytique de tout ce que nous parlons, y compris aussi les relations entre la Turquie et l'Union européenne. Donc, c'est difficile de prévoir l'avenir, mais c'est pas difficile de voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, le dernier rapport de la Commission européenne, enfin Borrell, a dit que voilà, on ne remet pas en cause l'adhésion, donc pas de partenariat privilégié pour la Turquie, ni un nouveau cadre institutionnel, un nouvel accord. Tout cela ne sont pas à l'ordre du jour. Mais on ne parle pas non plus d'adhésion, puisqu'il y aura tous ces changements. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors? Il faut trouver des pistes d'action, de progrès, puisque l'Union européenne est toujours une superpuissance des standards, des accords, quantitativement et qualitativement. C'est une superpuissance des accords commerciaux et économiques. Commerciaux, c'est économique, avec le reste du monde. Avec le Japon, par exemple, ça ne s'appelle pas un accord de libre-échange, c'est un accord d'intégration économique. C'est ça que, officiellement, c'est ça avec le Japon. Avec les États-Unis, le Conseil transatlantique de commerce et de la technologie continue à intégrer, créer les bases d'un marché commun transatlantique. Malgré Trump, ça a avancé. Et malgré Trump, peut-être ça va continuer à avancer. On espère que ce ne sera pas encore une fois malgré Trump. Hein, bon. Et puis, il y a la Corée du Sud, il y a le Vietnam, les pays de l'Amérique latine, l'Inde.
l'Union européenne a des accords très substantiels avec le reste du monde, mais avec la Turquie, son accord économique, donc je viens à la deuxième question dans les mêmes 5 minutes, c'est un accord, oui, c'est suffisant pour dire que l'union douanière avec la Turquie est devenue anachronique. C'était rédigé au début des années 90, approuvé à 95, à l'époque où il n'y avait ni l'Organisation mondiale du commerce, ni l'économie d'Internet. Il n'y avait même pas la Chine ou bien la Russie et l'Inde comme acteurs économiques internationaux notables. Il n'y avait pas les objectifs de développement durable comme le filtre important de toute politique. Donc maintenant, cet accord est devenu anachronique. Donc il faut peut-être, on peut faire progrès sur ce point-là. C'est dans l'intérêt de l'économie européenne. C'est ce que disent les grandes organisations de l'économie privée, mais le MEDEF en France, par exemple, la Confédération européenne des entreprises à Bruxelles qui réunit tous, le BDI en Allemagne. Les syndicats, ils seront contents, ils disent qu'ils sont contents parce que ça va impliquer aussi un volet social pour la Turquie et puis un volet écologique, transition verte, le volet concernant l'économie numérique européenne. Voilà donc une piste de progrès pour laquelle il faut, comme pour toute politique, pour tout progrès concernant l'Europe dans le monde, il faut ce qu'on appelle en anglais, c'est intéressant qu'il n'y ait pas de... Y a-t-il un mot pour leadership en français? Je sais la réponse, c'est juste pour être. Donc, il faut de leadership, il faut un peu de vision pour que les personnalités politiques européennes et ceux qui sont dans Ankara agissent dans l'intérêt des citoyens. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, Denis, je vais me tourner vers toi, probablement plus sur le verso strictement économique, puisque bien sûr, il y a beaucoup de blocages politiques, mais on a plus que l'impression que les milieux économiques, que les milieux d'affaires, et en Turquie et au sein de l'Union européenne, sont favorables, eux, à l'approfondissement, à l'élargissement des relations entre les deux parties. Alors, où en est aujourd'hui l'état des relations économiques entre la Turquie et l'Union européenne? Est-ce que la part des échanges est en hausse, stagne ou en régression, et au profit de qui? Et quels sont les points forts ou les points faibles de ces relations économiques? Tout ça en 5 minutes, bien sûr. Et toi, tu as l'habitude très bien de me couper quand il faut, parce que j'y arrive jamais. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que la Turquie est un partenaire très important au niveau des échanges pour l'Union européenne. Bahadır parlait tout à l'heure du rapport, enfin pardon, des relations japonais-européennes en disant qu'il s'agit d'une intégration, un accord d'intégration. Et figurez-vous, donc la Turquie, même si c'est pas on peut beaucoup mieux améliorer l'union douanière, est déjà en union douanière avec l'Union européenne. Et dans cette union douanière, on a, au niveau des échanges manufacturés, une sorte d'adaptation des normes de production qui fait que les entreprises turques sont dans des chaînes de valeur européennes. Et c'est très important pour la sécurité des approvisionnements de l'Europe. Après Covid, cette particularité turque est encore mieux mise en avant. Au lieu de produire en Asie lointaine, en Chine, en plus avec des soucis en ce moment géopolitiques, ben, les entreprises européennes préfèrent produire en Turquie. Elles ne le font pas toujours, on va y revenir pourquoi. Mais la grandeur, donc au niveau des échanges, on peut comparer par exemple le poids de la Turquie dans les échanges de l'Union à 27 est plus important que ceux du Japon, ceux de Corée du Nord ou ceux de l'Inde. Donc c'est ça, pardon, Corée du Sud, parler non plus. Voilà, donc voilà, la Turquie est un partenaire
important pour l'Union européenne. Et vice-versa, l'Union européenne était importante pour la Turquie. Mais Bahadır avait raison de parler d'une Europe à géométrie variable. Depuis le départ, pour la Turquie, peut-être la question d'adhésion était difficile, pas pour des raisons économiques. Moi, je dirais pour des raisons surtout culturelles, après politiques et des raisons de démocratie qui sont venues après. Mais au niveau économique, la Turquie, au début des années 2000, était pratiquement prête. Elle avait fait beaucoup de progrès et elle avait digéré une bonne partie de l'acquis communautaire. Elle était pratiquement prête à entrer d'une manière économique dans l'Union européenne. Mais donc, l'Europe n'était peut-être pas prête à cela. Même du point de vue économique, on pourrait imaginer, par exemple, moi, quand j'étais, l'Europe aussi a des soucis, c'est pas que la Turquie. Quand j'étais, l'un des premiers livres que j'ai publié, c'était sur l'Europe à géométrie variable au moment de Maastricht. Et on a bien vu que la vitesse à laquelle les institutions européennes progressaient ne pouvait pas être forcément compatible, par exemple, au niveau monétaire. On a vu ça avec la crise grecque, avec tout ce qui était, tout le monde ne pouvait pas avancer à la même vitesse. Mais même déjà, la Turquie, peut-être pas au niveau monétaire, mais au niveau de commercial, mais aussi sur les questions de défense, tout cela, à l'époque déjà, elle pouvait faire partie d'une défense européenne, d'une communauté économique plus élargie, tout ça. Mais bon, ça n'a pas été possible et depuis, il s'est passé beaucoup de choses, surtout une énormité, le Brexit. Maintenant, donc, quand on considère depuis la Turquie, l'Union européenne, c'est une communauté amoindrie aussi pour la Turquie, avec le départ du Royaume-Uni, avec qui la Turquie échange beaucoup, énormément. Et si tu me demandes qui c'est qui monte, qui c'est qui descend, bah, la Turquie échange beaucoup, bah, surtout avec l'Allemagne, évidemment, et ça, c'est d'une assez grande stabilité, avec l'Italie beaucoup, mais échange énormément maintenant avec le Royaume-Uni. Et ce sont des échanges en faveur de la Turquie. Hein. C'est, avec l'Allemagne, la Turquie peut être en déficit, mais pas avec le Royaume-Uni. Et ça, peut-être que notre ami Federico nous en parlera dans la question de défense. Il y a une coopération assez forte entre la Turquie et le Royaume-Uni. Enfin, peut-être que je suis un peu à l'avance, mais un peu en retard, pardon, comme toujours. Si on considère les exportations, les importations dans les échanges de biens, l'Europe dans sa globalité, hein, avec l'Union européenne et même des pays comme la Suisse et tout, représente pour la Turquie actuellement, si je fais une moyenne depuis 2019 jusqu'au 10e mois de 2023, ben, l'Europe ne représente plus que 42% des échanges turcs, alors que jadis, on était pratiquement à 70%. 42% moyenne exportation-importation. Qui c'est qui a pris sa place? Ben, les pays de la région MENA, hein, Moyen-Orient, Afrique du Nord, les pays de, si je dis en gros, de CEI, hein, Communauté des États indépendants, à savoir donc l'ex-Union soviétique, donc la Russie et certains pays de l'ex-Union soviétique, et l'Afrique d'un côté, et ensuite l'Asie. L'Asie, aussi bien la Chine, l'Inde, que des pays avancés de l'Asie, à savoir le Japon et Corée du Nord. Si vous voulez, s'il y a une scission en ce moment, Corée du Nord, je ne sais pas. Je suis. Kim Jong-un ne va pas être très content. Non, ni personne en Turquie. Je suis hantée. Alors, Corée du Sud. Et alors, ce qu'on peut dire, si jamais aujourd'hui, parce que c'est dans l'air, aussi bien de la part des États-Unis, mais aussi de la part des pays européens, on imposait des sanctions à la Turquie,
Et si la Turquie, à un moment, réfléchissait vraiment à un changement d'axe, malgré elle, parce qu'elle n'en veut pas, eh ben, elle saura, je pense, économiquement, trouver ses moyens pour tourner vers l'autre côté du monde. Elle est vraiment au milieu des deux. Et là, on est arrivé à un point que sans doute la majorité des Turcs ne veulent pas de ça, ni des Européens, mais on peut avoir des changements d'axe économique aussi. Voilà, on arrête et on reprendra peut-être par la suite. Oui, 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 bien sûr. Federico, je disais que tu résidais une partie de ton temps à Bruxelles et que tu connais particulièrement bien les milieux décisionnaires européens. Alors, j'aimerais que tu nous donnes ton appréciation sur les perceptions européennes à l'égard de la Turquie actuellement. Quels sont les éléments qui s'imposent dans les dites perceptions, aussi bien d'ailleurs en termes critiques qu'en termes positifs? Alors, merci Didier. Donc, bon, ces perceptions européennes sont assez difficiles à déchiffrer. Pourquoi? Parce que, il faut savoir que ce qu'on dit publiquement ne correspond pas toujours en diplomatie, surtout au sein de l'Union européenne, à ce qu'on pense réellement. Et cela s'applique parfaitement à la Turquie. Alors, est-ce que ça veut dire que les pays européens ont ouvert le processus d'adhésion, comme tu l'as dit, en 2005, avec hypocrisie, en pensant que finalement, ils ne la feront pas rentrer? Et donc, est-ce que les pays européens sont pour cela hypocrites? Je ne sais pas. Peut-être pas forcément. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que la philosophie du processus d'adhésion, c'est-à-dire qu'être favorable au processus d'adhésion ne veut pas forcément dire être favorable à l'adhésion en tant que telle. Le processus d'adhésion est un parcours politique et comme le dit le terme, qui demande aux pays candidats d'adhérer à l'Union européenne. Et donc, ce parcours se fait du pays candidat vers l'Union européenne et non pas de l'Union européenne vers le pays candidat. Donc, il est demandé aux pays candidats d'acquérir toute une série de valeurs, l'acquis communautaire, tu l'as dit, d'adapter son économie, mais aussi surtout d'intégrer un projet qui n'est pas seulement économique, mais qui est également politique. Donc il y a cette dimension de parcours. Et lorsque les pays européens ont ouvert le processus d'adhésion à la Turquie, ils ont simplement dit, on va voir si tu viens vers nous. Si tu ne viens pas vers nous, tu ne rentreras pas. Si tu viens vers nous, peut-être que tu rentreras, on verra. Et donc, cette ambiguïté des Européens vis-à-vis de la Turquie a certainement une part d'hypocrisie, mais il y a aussi cette tentative d'exercer ce soft power que l'Union européenne a exercé avec un certain succès vis-à-vis des pays d'Europe centrale après la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire de les attirer vers eux. Mais le parcours, je le répète, se fait des pays candidats vers l'Union européenne et pas le contraire. Donc, l'Union européenne s'attend à ce que, entre guillemets, le pays s'européanise, Union européanise, on va dire, et devienne un pays pleinement européen en termes de valeurs, de démocratie, d'état de droit et de respect des minorités. Ce qui veut dire qu'on demande aux pays candidats une sorte de métamorphose. Et on lui demande souvent de changer. Et dans un cadre comme celui de la Turquie, qui est un cadre géographiquement et politiquement quand même assez différent de celui de l'Union européenne, la métamorphose qu'on a demandé à la Turquie est assez importante, notamment par rapport à toute une série de problèmes liés à la démocratie, au respect des minorités, et pas seulement au respect de la démocratie, mais aussi à une stabilité démocratique dans un pays qui a vécu quand même certains coups d'État. Et donc là, on peut comprendre que l'attitude des Européens n'est pas seulement hypocrite, bien qu'elle puisse l'être également. Il y a aussi cette volonté de pousser un pays vers un parcours. Et aujourd'hui, on constate que ce parcours n'a pas vraiment été entamé, ou alors il a été entamé, mais après, la Turquie a peut-être un peu rebroussé chemin par rapport à certains dossiers et par rapport à certains problèmes. Alors, concernant les pays membres, on peut constater que l'attitude vis-à-vis de la Turquie a changé plus ou moins entre 2007 et 2008. L'Allemagne, par exemple, Schröder était favorable à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Merkel ne l'est pas du tout, ne l'a jamais été. La France a eu toujours un débat très, très vif à ce sujet, mais Sarkozy ne l'était pas. Et Macron, en 2018, a clairement dit qu'il fallait arrêter d'être, du coup, il a utilisé le terme hypocrite, qu'il fallait arrêter d'être hypocrite et qu'il fallait proposer un partenariat alternatif à la Turquie, ce que Clément Beaune, quand il était ministre des Affaires européennes, a repris en proposant un partenariat spécial à la Turquie, mais donc il a clairement fermé la porte à l'adhésion.
On constate aussi que, par exemple, la Pologne, en 2008, était favorable à l'adhésion et son opinion publique de la Turquie, et son opinion publique l'était également. Et maintenant, l'opinion publique ne le serait plus, selon certains sondages. L'Autriche est profondément opposée, une opinion publique assez opposée. L'Espagne est historiquement favorable, plutôt favorable à... Mais on constate entre 2007 et 2008 qu'il y a eu un changement, notamment dans les opinions publiques. L'Italie était toujours historiquement assez favorable. L'Italie, comme vous l'avez dit, a des relations économiques très, très importantes, y compris en matière de défense, surtout même, je dirais, en matière de défense. Mais les opinions publiques ont commencé à évoluer depuis 2007-2008. Alors, le Royaume-Uni, vous l'avez mentionné, c'est un cas très intéressant parce qu'effectivement, s'il y a vraiment un pays qui n'a pas été du coup ambigu, mais qui a soutenu fermement le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, c'est bien le Royaume-Uni qui en est sorti après. Mais il faut bien se rendre compte que le Royaume-Uni a soutenu l'adhésion de la Turquie, et d'ailleurs, je crois qu'elle la soutient toujours, dans une optique anti-intégration européenne. C'est-à-dire que on connaît bien, les Britanniques ont une politique depuis 5 siècles qui est la même. Ils ne veulent pas qu'il y ait une unité politique importante qui se crée sur le continent. Ils perçoivent dans la Turquie un pays qui puisse faire de contrepoids à une Union européenne ou la diluer politiquement, ce que les Britanniques souhaitent, et aussi faire contrepoids notamment à la Russie. Et donc, dans ce cadre, le Royaume-Uni, dans une logique très géopolitique et bien plus géopolitique économique à mon sens, a toujours soutenu la Turquie et a toujours pensé que la Turquie, au sein de l'Union européenne, aurait permis de diluer ce projet politique d'intégration que les Britanniques n'ont jamais souscrit en réalité. Alors, les problèmes, quels sont les problèmes entre les Européens et la Turquie? On les connaît bien. Bon, il y a le facteur géographique, hein, il faut définir où est-ce que s'arrête l'Europe. Le Maroc aussi avait demandé à un certain moment l'adhésion à l'Union européenne. Donc, il y a la question géographique, bien évidemment. Puis, vous l'avez mentionné, il y a la question politique. Et il ne s'agit pas simplement de démocratie, mais d'une stabilité démocratique, parce qu'on peut craindre aussi qu'un pays démocratique, enfin un pays, lorsqu'il est démocratique, entre dans l'Union européenne et puis perdre certaines dimensions de sa démocraticité. Et ce problème se pose actuellement beaucoup en Europe, notamment vis-à-vis des pays comme l'Hongrie et la Pologne, pour ne pas faire de nom, qui ont eu une évolution en termes d'état de droit qui a beaucoup inquiété l'Union européenne. Et je me demande même si certains pays aujourd'hui, si la Pologne ou la Hongrie, surtout la Hongrie, entrerait aujourd'hui dans l'état actuel des choses dans l'Union européenne. Ensuite, il y a les problèmes économiques, vous les avez mentionnés, mais ils sont quand même énormes. Pourquoi? Parce que, combien encore? 30 secondes? Une minute. Les problèmes économiques sont énormes et ils se posent notamment pas seulement par rapport à la Turquie, mais également par rapport à l'Ukraine ou d'autres. Il faut bien comprendre que l'Union européenne a une politique de solidarité, on va dire, la politique structurelle de l'Union européenne pour soutenir les régions les moins développées, qui est très, très importante. Si il y a un élargissement très vaste, comme en Ukraine qui est complètement détruite, sans parler des pays des Balkans qui sont des pays relativement pauvres ou de la Turquie qui est un PIB quand même relativement bas, la politique de cohésion économique, régionale et sociale de l'Union européenne serait mise à mal. Et ce sera un sérieux problème. Et la politique agricole également. Hein, l'adhésion de pays comme la Turquie, et pas seulement la Turquie, mais également l'Ukraine, va poser un sérieux problème pour la politique agricole commune de l'Union européenne, pour les transferts qui se font. Et puis, il y a les questions géopolitiques, la question chypriote, bien évidemment, le sentiment que la Turquie a une position un peu anti-occidentale sur certains dossiers. Les questions territoriales sont très, très importantes. On en reviendra peut-être quand on parlera de défense. Et voilà, et je m'arrête là. Merci beaucoup. Allez, deuxième vague de questions et après on vous laissera la parole. Bahadır, les responsables politiques turcs continuent d'affirmer que l'objectif pour eux, c'est l'adhésion qui est prioritaire, soit, on peut l'entendre. Mais alors, quelles seraient, de ton point de vue, les propositions européennes concrètes qui permettrait de relancer une relation digne de ce nom, parce qu'il faut quand même admettre qu'elle est largement dégradée. Et de ce point de vue, est-ce que la question de l'utilisation du vocable même d'adhésion n'est-il pas rédhibitoire? Ne faudrait-il pas mieux parler de nécessaire refondation? Est-ce que ce serait acceptable pour la Turquie ou pas? On n'est pas au XXe siècle, donc la plupart de ces notions ne sont plus valables et seront presque anéanties dans quelques années. Donc, ce n'est pas ça dont on parle. On parle d'un monde qui change très rapidement, d'une façon simpliste, dans un monde en expansion
l'Europe ne peut pas se permettre de se rétrécir. De l'autre côté, l'Europe ne peut pas se permettre d'être diluée. Il faut un fonctionnement d'une gouvernance fédérale. Donc, c'est le paradoxe entre l'approfondissement et l'élargissement. Quand les négociations d'adhésion étaient ouvertes avec la Turquie en 2004, la Turquie avait déjà transposé, comme Deniz a dit, plus de 60-65% de l'acquis communautaire à son ordre juridique interne. La Commission européenne avait calculé la convergence de la politique étrangère turque avec la politique étrangère commune de l'Union européenne. C'était au-dessus de la moyenne, c'était presque 100% de convergence, sans aucun problème culturel, institutionnel, politique. Même pour la question d'intérêt national suprême pour la Turquie avait changé et avait obéi à ce que la Commission européenne, à l'Union européenne lui demandait d'obéir. C'était la question chypriote et la Turquie a accepté le plan de paix en Inde, la Grèce aussi, l'Union européenne aussi, mais à l'époque, évidemment, et déjà, les politiques de Poutine étaient influentes à Chypre du Sud, avec la mafia et tout, et Chypre a eu un nouveau président élu, Papadopoulos, qui est devenu membre de l'Union européenne et a commencé à bloquer la Turquie. Et c'était aussi l'époque où les rapports de la Commission européenne, chaque année, concluaient que la Turquie remplissait les critères démocratiques de Copenhague de l'Union européenne sans un problème. C'était aussi une époque où la Turquie remplissait les critères de Maastricht, à l'exception de l'inflation qui était de 8%. Énorme. Le monde change assez rapidement, n'est-ce pas? La question de la géographie, le Maroc, si le Maroc un jour remplit les critères d'adhésion à l'Union européenne, ce sera une victoire triomphale pour l'Union européenne, tant mieux. Mais concernant la Turquie, ça n'a rien à faire. On parle d'un pays membre du Conseil de l'Europe, on parle d'un pays qui a une grande intégration dans l'Union européenne, d'un pays membre de l'OTAN, de l'OCDE, de l'OCE, de l'UEFA, de l'Eurovision, enfin, de la Confédération européenne des syndicats, des entreprises, des banques, des barreaux, etc., etc. Donc, la géographie, oui, mais s'il y a un dieu, un Zeus ou n'importe quoi, on n'a pas créé le monde pour dire que voilà l'Europe, voilà l'Asie, voilà l'Afrique. Évidemment, les frontières de l'Europe, ce sont les frontières de la démocratie occidentale. Et si un jour la Turquie est de retour, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, à une voie de réforme démocratique, d'état de droit, ce sera une bonne nouvelle pour la civilisation occidentale et pour l'Europe, pour les intérêts des citoyens européens, pour les valeurs des citoyens européens. Donc, que faire alors? Que doit faire Ankara? Ankara doit faire ce qu'il a déjà, ce qu'il a réussi à faire autrefois et ce qu'il doit faire encore cette fois-ci. C'est pourquoi, donc, je reviens à la question du Union douanière. C'est la seule piste parce qu'un partenariat privilégié ne sera pas acceptable si c'est vraiment sur mesure pour la Turquie. Mais s'il y a une forme de groupe, un cercle de partenaires privilégiés autour d'une fédération européenne, dans une confédération européenne avec donc plusieurs cercles concentriques comme la communauté politique européenne, oui, alors là, évidemment, la Turquie va trouver son chemin. Donc, Brexit l'aide, puisqu'il y a aussi le cas des autres pays. Donc, voilà, il faut, c'est peut-être mieux de le dire en anglais, ce n'est pas de la photographie, mais c'est du film qu'on en parle. Ce n'est pas picture, c'est motion picture. Et il y a un certain dialectique. Et je vais terminer avec peut-être Kavafis, le poète grec, qui, dans un de ses poèmes, Ithaca, il valorise pas la destination, mais le voyage même. Et c'est le voyage même qui compte parce que le processus, enfin, peut-être pour parler pour l'union douanière, a un effet transformatif européen. La conditionnalité européenne fonctionne, marche. L'histoire est un grand test, est un grand cas de démonstration pour cela. Merci. Denise, tu as déjà abordé dans ta première intervention les relations entre la Turquie et le Royaume-Uni. Et moi, je me pose une question, je ne suis pas économiste et j'ai parfois un peu de mal à comprendre. On constate que l'économie de l'Union européenne n'est pas au mieux de sa forme, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais alors, comment imaginer un rebond significatif de cette économie européenne
si on laisse en dehors la Turquie et le Royaume-Uni, entre autres pays, mais ce sont les deux qui me semblent les plus importants dans la conjoncture actuelle. Et donc, quelles sont les pistes pour remédier à ce défi, pour commencer? Puis, question adjacente, mais c'est un peu dans le même ordre d'idées. Là, ça renvoie aux enjeux démographiques. Chacun comprend que l'Union européenne, pour le meilleur comme pour le pire, a une population assez vieillissante. Et comment, en termes économiques, la Turquie peut-elle être un apport pour les économies européennes? C'est vrai qu'en ce moment, la croissance n'est pas au rendez-vous en Europe. Et on s'attend peut-être même à une petite récession dans l'ensemble et on ne sait pas comment on va rebondir. Tandis qu'en Turquie, un peu à corps perdu, eh bien, on est en pleine croissance, on continue. Et ce dernier trimestre, on a eu quelque chose comme 5,9, si je me rappelle bien. Et alors qu'on était à 0,1 en France. Et donc, la Turquie utilise tous ses ressorts pour continuer à croître. Elle n'a pas suffisamment d'épargne. Elle n'en a jamais eu. Elle a toujours eu une croissance qui s'est financée auprès des pays avancés, qu'il est de moins en moins. Il y a d'autres partenaires, notamment ceux du Golfe qui apparaissent, la Chine, la Russie, l'Azerbaïdjan, le Caucase. On est dans un moment où la Turquie, sans doute, aimerait obtenir plus de financement de la part des pays européens, mais ceux-ci ne sont pas prêts à le faire. Ça, c'est l'une des pistes qui pourrait être intéressante à creuser, à condition que la Turquie revienne à des critères clairs, transparentes, avec des institutions économiques qui fonctionnent d'une manière transparente. Là, il y a des efforts dans ce sens-là depuis les élections et le nouveau ministre des Finances et la gouverneur de la Banque centrale. Mais tant que le droit, la justice en Turquie ne revient pas à des normes acceptables, effectivement, les investissements ne vont pas se risquer dans ce pays. Donc, il y a ça qui peut être travaillé. Mais si les pays avancés n'utilisaient pas de leur côté la Turquie comme un repoussoir pendant leurs élections, hein, c'est parce que quand même l'extrême droite a la vent en poupe. Si on essayait de proposer à la Turquie des formules économiques, j'entends parler moi dans le domaine économique, qui pouvaient marcher, la Turquie marcherait peut-être d'une manière un peu plus volontaire dans l'institutionnalisation aussi. Ensuite, la Turquie, c'est un très grand pays auprès de l'Europe, hein, un très grand émergent. Son PIB en termes réels et en parité de pouvoir d'achat fait 10% du PIB de l'ensemble de l'Europe, pas que l'Union européenne, l'ensemble de l'Europe. Mais quand on considère, tu as raison, sa démographie, qui est très dynamique par rapport à l'Europe, actuellement, la population turque fait, sans ces réfugiés, plus de 13% de la population européenne. Et dans les perspectives de croissance de la population, la part de la Turquie en Europe va de plus en plus augmenter. D'autant plus que l'Europe est en train d'imploser démographiquement. Ne serait-ce que prenez, on n'en parle pas beaucoup, mais en Allemagne, il y a un réel, par exemple, problème sur le marché de travail où ils ont, ne serait-ce qu'en emploi qualifié, ils ont besoin d'1 million de travailleurs étrangers qualifiés qui manquent actuellement. Alors, les Turcs sont enrôlés à tour de bras en Allemagne. Hein, c'est surtout en ce qui concerne dans le domaine de santé, mais dans beaucoup. Mais là, on est seulement au niveau de la population qualifiée. À un moment, on aura besoin, tout simplement, dans tous les domaines en Europe, de la force de travail. Pour le moment, la Turquie n'est pas dans cette situation. Et on pourrait avoir, et en plus, la Turquie accueille énormément de réfugiés
et c'est le pays qui actuellement accueille le plus de migrants sur son sol. Et le gouvernement a une politique active à cet égard. Et j'imagine que donc la force de travail en Turquie va continuer, non seulement du côté des Turcs, mais dans les 10-20 ans à venir va croître, mais aussi des réfugiés qui ont un taux de croissance, enfin démographique plus fort que les Turcs sur place. Eh bien, ça, c'est un atout d'une certaine manière pour la Turquie et qui pourrait être utilisé là où on se contacte seulement d'un accord par rapport à retenir les migrants sur son propre territoire avec la Turquie. Mais on pourrait aussi imaginer comment, en bonne intelligence, les plus des uns pourraient aider au moins des autres. Voilà. Merci beaucoup. Federico, dernière question pour cette première vague. J'aimerais qu'on aborde les questions un peu plus stratégiques. Alors, c'est plutôt ta spécialité, les questions d'Europe de la défense, de la relation de cette Europe de la défense avec l'OTAN, la question de l'autonomie stratégique européenne chère au président Macron. Comment se décline sur ces dossiers spécifiquement la relation entre l'Union européenne ou les différents États de l'Union européenne et la Turquie? Alors, en termes de défense et par rapport au projet difficile qu'a l'Union européenne de développer une politique de défense commune, ben, ce dossier, il pâtit beaucoup des malentendus ou des craintes géopolitiques qu'il y a en Europe vis-à-vis de la Turquie et également des conflits territoriaux, vu qu'il y a des conflits territoriaux qui sont apparus en mer Égée avec Chypre. Alors bon, il faut savoir avant tout que c'est quoi la politique de cette Europe de la défense qu'on n'arrive pas à définir, les Européens eux-mêmes n'arrivent pas à la définir. Aujourd'hui, cette défense européenne se décline en deux politiques différentes, une politique industrielle de défense et une politique opérationnelle, on va dire. Et dans la politique industrielle de défense, l'Union européenne, je vais vous le dire très franchement, donc, tend à prendre des mesures pour promouvoir l'industrie de défense et des mesures qui tendent à exclure les pays tiers parce qu'elles poursuivent un objectif d'autonomie stratégique en partie, mais également certaines mesures sont prises pour de fait exclure la Turquie parce que la Grèce et Chypre craignent que la Turquie craignent ce pays d'un point de vue géopolitique, notamment, et cette crainte a augmenté depuis qu'il y a eu certains conflits par rapport aux eaux territoriales. Et donc, l'Union européenne a limité l'accès des pays tiers à ces programmes de soutien à l'industrie de défense pour différentes raisons. Avant tout, parce qu'elle veut développer une industrie européenne de défense qui soit autonome par rapport aux Américains. Parce que les Européens, tout doucement, et pas tous, se rendent compte qu'ils ont besoin que les Américains ne seront peut-être pas toujours là pour les défendre et qu'ils doivent développer eux-mêmes leur propre industrie de défense. Mais on voit également que certaines mesures ont certaines caractéristiques techniques des règlements qui ont été adoptés au sein de l'Union européenne pour soutenir l'industrie de défense ont été introduites, ont été poussées par la Grèce et Chypre aussi pour éviter que la Turquie puisse y participer. Et d'autres pays ont laissé faire la Grèce et la Turquie, on va dire comme ça. Et donc, il y a une méfiance. Il y a une très, très forte méfiance et le développement de la défense européenne pâtit de cette méfiance qu'il y a aujourd'hui entre la Turquie et l'Europe. Du côté de la politique de défense opérationnelle, elle est très peu développée. L'Union européenne déploie de petites missions de gestion des crises de par le monde. La Turquie a participé massivement à la mission de gestion des crises en Bosnie. Je crois que c'était le deuxième contributeur européen à une mission de l'Union européenne. Donc, à un certain moment, bon, cette mission a été définie à la fin des années 90, donc c'était un contexte politique très, très différent, mais la Turquie a été très, très active, mais depuis, elle n'a plus forcément participé, je n'ai pas les chiffres en tête, aux autres missions de gestion des crises de l'Union européenne qui souvent associent d'autres pays, surtout ceux qui sont candidats, l'Ukraine, les Géorgiens, ont participé à plusieurs missions de gestion de crise en Afrique, de l'Union européenne, etc. Il faut aussi savoir que la mission de patrouille navale Eurofor Med en Méditerranée,
que l'Union européenne a mises en place pour contrôler l'embargo contre les armes vis-à-vis de la Libye, eh bien, l'Union européenne a programmé cette mission, et dans cette mission, elle a explicitement interdit la participation de tout pays tiers. Alors que dans les autres missions de gestion des crises de l'Union européenne, les pays tiers peuvent participer à certaines conditions. Pourquoi? Eh bien, elle visait essentiellement la Turquie. Surtout les Grecs et les Chypriotes, de nouveau, ne voulaient pas que la Turquie puisse s'associer à cette mission de contrôle de l'embargo d'armes vis-à-vis de la Libye. C'est une mission navale, donc, notamment parce qu'il y a aussi, on va dire, des tensions géopolitiques par rapport au dossier libyen entre une partie de l'Europe et la Turquie, pas tous, parce que par exemple l'Italie, du coup, a une position beaucoup plus proche de la Turquie sur le dossier libyen de ce que a eu dans le passé la France. Par rapport à la notion d'autonomie stratégique, donc les Européens ne partagent pas ce concept d'autonomie stratégique qui est très français. Maintenant, on parle surtout d'autonomie stratégique ouverte, c'est-à-dire de s'ouvrir à d'autres pays, mais avec ce frein par rapport à la Turquie, qui est surtout poussée par la Grèce et Chypre. Et maintenant, on parle aussi beaucoup de responsabilité stratégique, qui est un terme qui commence à émerger aussi à Bruxelles aujourd'hui. Donc voilà. Alors, par rapport à l'OTAN, il y a eu des événements qui ont fortement compromis la relation, et c'est certains choix industriels capacitaires de la Turquie, notamment d'acheter les systèmes antimissiles antiaériens russes S-400, qui a fortement frustré les Américains, lesquels ont sorti la Turquie du programme du F-35 et refusent actuellement même de vendre des F-16 rénovés à la Turquie, ce qui fait que la Turquie essaye d'acheter des Eurofighters, qui sont des avions de chasse franco-italo-britanniques. Et l'Allemagne s'oppose à la vente de Eurofighters pour l'instant à la Turquie pour différentes raisons, alors que le Royaume-Uni soutient cette vente. Donc, on voit bien que cette relation est très complexe. La Turquie, on peut la considérer complètement en dehors de l'Europe de la défense. Et l'Europe de la défense, et cela s'explique par ces tensions géopolitiques et par ces méfiances qu'il y a de part et d'autre. Merci beaucoup. Vous avez tous été très disciplinés. Alors, on va maintenant ouvrir la deuxième séquence de cette conférence. Eh bien, la parole vous appartient. Monsieur Verret, je m'en doutais. Denis, vas-y. Ah, mais attends, on va te passer un micro parce que nous avons 130, on a été 140, plus de 140 connectés, donc il faut que tout le monde t'entende. Oui, non, j'ai une question, enfin j'en ai deux, mais la première c'est sur l'union douanière et une union douanière améliorée ne suppose-t-elle pas des améliorations en termes d'état de droit des affaires, en termes d'accès au marché public? Est-ce que ces deux, entre guillemets, exigences logiques ne sont pas contradictoires avec la politique générale du pays en ce moment en matière d'état de droit? Donc ça, c'est une question qui évidemment nous embête parce qu'on aimerait bien une union douanière améliorer. La deuxième, c'est que pense la Turquie de la communauté politique européenne? Peut-être s'il y en a, monsieur. Alors, on va prendre plusieurs questions. Enfin, il y en a déjà deux. Allez-y. Bonjour, Daoud Khan, Fédéral Europe. Trois questions brèves. Est-ce que vous pourriez identifier les blocages ou les points de résistance sur la modernisation de l'union douanière? Qu'est-ce qui pose problème? Deuxième question, est-ce que la Turquie est toujours en pourparlers pour se procurer des Rafales, comme c'était à un moment le cas? Et troisième question, est-ce que la Turquie pense que le programme Global Gateway de l'Union européenne est quelque chose qui pourrait être utile et être utilisable? Merci. Allez-y, mademoiselle. Et puis après, on va tout en haut là-bas. Et puis après, on va vous répondre. On prendra d'autres questions ensuite, bien sûr. Bonjour, merci. Moi, c'était plutôt une question de géographe en soi. Est-ce qu'on peut penser une adhésion de la Turquie à l'Union européenne qui serait compatible avec la politique agricole commune? Merci. Alors, qui veut la parole à la tribune? Union douanière. Toi? Vas-y, Bado. Oui, il y a l'union douanière. L'état de droit doit être une conditionnalité, comme d'ailleurs la question chypriote.
pour conclure, pas pour entamer. Donc, c'est pourquoi le processus est important. Sans état de droit, il n'y a pas d'économie. La Turquie a bien démontré ça, Denis aussi en a parlé, Fabricio aussi, donc Federico pardon, aussi, donc il y a une corrélation, pas une relation entre l'état de droit et l'économie, et c'est pourquoi maintenant le ministre de l'économie, M. Şimşek, est en train de promouvoir aussi toutes les règles de gouvernance de l'économie, mais l'état de droit, parce que l'état de droit, la liberté d'expression, l'égalité des sexes, ce sont tous des conditions importantes, pas seulement pour l'union douanière, et les marchés publics seront négociés. Mais comme c'est le cas pour moderniser cette union douanière, en général, pour toute question d'intégration européenne, il s'agit de ne pas confondre les préconditions avec les résultats. Par exemple, pour la politique agricole commune, c'est la même chose. Un pays ne devient pas membre tout de suite parce qu'il ne remplit pas les conditions. C'est pourquoi il y a un processus d'adhésion, ou bien un processus de la modernisation de l'union douanière, ou bien autre chose. Les négociations sont là pour résoudre ces problèmes et s'il faut pour instituer des périodes transitoires ou bien des dispositions transitoires. Quand, par exemple, on voit les opinions publiques, on posait la question aux Français, par exemple, c'était il y a 10 ans, pour ou contre l'entrée de la Turquie. Déjà, la question est, les pays n'entrent pas dans l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui s'élargit vers des pays quand ces pays sont prêts et quand c'est dans l'intérêt de l'Union européenne. Et alors là, une partie des Français, je crois qu'il y avait un peu moins d'un tiers, disaient non à la Turquie parce que c'est un pays musulman, etc., etc. D'accord. Mais l'autre partie qui faisait la différence entre un tiers et jusqu'à la majorité, disaient ils étaient contre l'adhésion de la Turquie à cause des problèmes qui doivent de toute façon être résolus d'abord pour qu'il y ait l'adhésion. Donc, on faisait une erreur de logique. Si on parle du moment de l'adhésion, ça veut dire que ce problème, comme la libre circulation, la politique agricole commune, la politique régionale, on a trouvé une solution suffisamment importante et que l'adhésion devient géostratégiquement beaucoup plus importante dans le balançoire. Voilà, donc, alors, il y a juste une phrase sur le blocage, les blocages concernant le lancement. Oui, il faut convaincre Chypre. Donc, ça sera, enfin, ça sera le cas probablement. Et puis, il faut un peu d'effort de la part d'Ankara pour mieux mettre en exergue que c'est sérieux et que Ankara devient beaucoup plus coopératif, beaucoup plus ouverte à cette idée. Les tendances sont positives, disons. D'une manière générale, pour les blocages des négociations, on peut revenir, puisque je suis économiste, sur les volets économiques, mais moi, personnellement, moi, je regrette que depuis le départ, hein, c'est à partir, disons, des années 2006-2007, le processus soit bloqué, pas pour des raisons vraiment raisonnables, mais pour des raisons vraiment de politique interne de part et d'autre, et surtout à cette époque-là, dans les pays européens comme en Allemagne ou en France. C'est dire que, parce que là, le plus important en Turquie, le plus grand progrès à faire, c'est évidemment les institutions et en particulier la justice, qui est vraiment à la base de tout, un état de droit. Mais l'Union européenne, à l'époque, enfin, et même maintenant, a bloqué les chapitres qui étaient relatifs à la démocratisation du pays. Ça, c'est une énorme erreur. Et c'est toujours bloqué. On peut parler de tout, mais pourquoi bloquer ce chapitre de démocratisation? On devait commencer par là, peut-être. Alors, et ça, si je reviens à mon domaine économie, ça bloque plein de choses, notamment, on peut parler de l'accès au marché public, tout ça.
Mais sinon, pour la modernisation, depuis le départ, pour l'union douanière, ce qui ne marche pas, le gros problème entre la Turquie et l'Union européenne, c'est que l'Union européenne négocie avec un négociateur unique auprès des pays tiers toute forme d'accords économiques, surtout des zones de libre-échange, aussi bien pour les biens que pour les services, et tout ça. Et la Turquie, qui fait partie de l'union douanière, une fois que l'Union européenne a négocié un accord, prenons par exemple le cas du Japon et de Corée, tous les produits, ne je dis plus que la Corée, vous dédisez laquelle. Tu as raison. Donc, Japon, Corée, crac, négocie un accord de libre-échange ou bien approfondissent leurs relations avec l'Union européenne au point de vue économique. Eh bien, la Turquie est obligée, sur le marché des biens, sur l'industrie, d'appliquer cet accord dans son pays pour les produits japonais et coréens, mais elle ne peut pas vendre d'une manière réciproque à ces deux pays. Elle est obligée de renégocier ligne par ligne, trait par trait, tous les accords. Déjà, ça, c'est un énorme handicap pour les Turcs. Et il y a d'autres points de négociation qui concernent, parce que donc la Turquie est en union douanière, je crois, depuis 96, avec les conditions de 96, et depuis, l'économie mondiale a beaucoup changé. Les produits qu'on est en train d'échanger ont changé, et les aspects financiers deviennent de plus en plus importants dans les négociations commerciales. Donc, il y a tout ça à faire. Sinon, si on revient, par exemple, par rapport à la politique agricole commune, est-ce que ça, c'est un domaine qu'on n'a pas discuté pour la Turquie? C'est hors des négociations avec l'Union européenne. Je pense qu'à un moment, à un autre, de toute façon, on devrait voir aussi pour la sécurité alimentaire en Europe, comment on va faire ça. Là, maintenant que le Royaume-Uni aussi est parti, et que donc l'Ukraine est envisagée comme candidat. Et de toute façon, avec l'entrée de l'Ukraine aussi, c'est un gros problème qui va se poser. Et ben, pourquoi ne pas discuter aussi avec la Turquie si jamais on était de bonne volonté? Voilà. Merci. Oui. Communauté politique européenne, Rafale. Alors, communauté politique européenne, je dois avouer de ne pas savoir quelle est la position de la Turquie par rapport à la communauté politique européenne et le Global Gateway, mais je sais en général que les pays qui sont candidats à l'adhésion ont regardé à ces projets, surtout la communauté politique européenne, avec une certaine méfiance. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'impression que c'était une façon de les parquer à côté de l'Union européenne ou une forme de compensation, même si à la fin, ils ont fini par jouer le jeu. Et le fait que ce soit la France à avoir proposé la communauté politique européenne à accentuer cette crainte, parce que la France est notamment un des pays qui, même si maintenant elle est favorable apparemment à l'adhésion de l'Ukraine, un des pays qui a toujours réfréné le plus par rapport au processus d'adhésion. Juste deux mots sur la politique agricole commune. C'est une question très importante. Elle est peut-être plus importante que les questions institutionnelles. Je connais de nouveau pas très bien la relation agricole entre l'Union européenne et la Turquie, ni la politique agricole de la Turquie, mais je sais que par rapport à l'Ukraine, c'est un sérieux problème parce que l'Ukraine est une puissance agricole et que l'Union européenne risque de ne pas être en mesure aujourd'hui, avec le budget qu'elle a, de faire face aux besoins de financement qu'elle devra à laquelle elle devra faire face lorsque l'Ukraine adhérera à l'Union européenne. Donc ce problème pourrait se poser également par rapport à la Turquie. Et sachez que les pays de l'Union européenne ne veulent absolument pas augmenter le budget de l'Union européenne en même temps. Donc il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Mais ceci dit, il faut savoir aussi qu'une des principaux objectifs stratégiques de l'Union européenne, c'est d'être indépendante d'un point de vue alimentaire. Et du coup, avoir l'Ukraine et la Turquie dans l'Union européenne pour essayer d'atteindre cette indépendance alimentaire dans un monde de plus en plus instable a aussi un côté positif. Pour le Rafale, ça m'étonnerait beaucoup que la Turquie achète un Rafale. Les relations entre la France et la Turquie ont été très, très difficiles, y compris militairement. Je vous signale entre autres, que le Qatar a acheté des Rafales. Et ensuite, après les tensions politiques qu'il y a eu en 2019 entre la France et la Turquie, le Qatar a envoyé des Rafales en Turquie pour que les Turcs puissent l'observer et puissent s'entraîner avec leurs vieux F-16 au combat vis-à-vis des Rafales.
Donc, je vous dirais même que s'il y a 15 ans, sans doute que la France était prête à vendre son Rafale à n'importe qui. Elle a essayé même de vendre ça à Kadhafi. On se demande s'il serait encore là, s'il les avait achetés d'ailleurs. Mais maintenant que la France a commencé à vendre des Rafales, que cet avion commence à avoir un certain succès, je ne pense pas que la France, dans le contexte géopolitique actuel, soit prête à vendre des Rafales à la Turquie, qui s'intéresse au contraire à l'Eurofighter. Mais les Allemands, comme j'ai dit, s'y opposent alors que les Britanniques sont prêts à les vendre. Je ne me connais pas beaucoup sur des questions de défense, mais je suis quand même de près parce que c'est des questions économiques. Et j'ai comme impression que ce n'est pas ce que vous croyez en ce qui concerne la position de la France, en tout cas des industriels. Ce que j'ai pu suivre, c'est que donc dans cette affaire de Eurofighter, c'est une affaire qui, au-delà de la demande turque de vouloir acheter, c'est une demande qui perturbe beaucoup l'industrie de la défense en Europe. C'est parce que ça touche pas que la Turquie, je crois que c'est l'Arabie Saoudite aussi veut l'acheter. Et l'opposition de l'Allemagne par rapport donc qui s'appuie sur le non-respect des droits humains, quoi, et puis des zones qui pourraient être touchées par l'utilisation de ces avions en Turquie ou en Arabie Saoudite. Eh ben, il se trouve que il est question que les unités de production de ces avions soient fermées finalement dans l'ensemble de l'Europe. Parce que et pour ça, je crois qu'il y a eu 3000 travailleurs qui sont allés en grève il y a 2 semaines dans l'ensemble de l'Europe pour que l'Allemagne accepte de prendre des commandes. Donc, Et aujourd'hui même, je crois que j'ai lu dans une média économique turque que Dassault avait fait une déclaration comme quoi ils étaient inquiets à cause de ce qui se passait pour Eurofighter, pour eux-mêmes dans leur relation avec la Turquie. Et je pense qu'il y a des négociations qui se passent parce que la Turquie veut acheter à tout le monde et qu'en fait, c'est quand même un pays de l'OTAN aussi. Donc, il y a des choses un peu contradictoires qui apparaissent. Tout à fait. Il y a plein de contradictions. Après, si vous demandez à Trépied Dassault, ils vendraient des Rafales même à la Corée du Nord. Hein, pour revenir à la Corée, pour revenir à la Corée. Exagère Pour revenir à la pas. Corée du Nord. Juste préciser Une que... seconde, hein, parce qu'il y a d'autres questions. Oui, bon, ok, après. d'accord. Bon, alors, moi, il y a des questions qui sont parvenues par le chat. Une sur l'opinion publique en Turquie, son maintien, enfin, pour le maintien de son intérêt, je vais y arriver, pour le projet européen. Y a-t-il toujours une volonté d'adhésion? Et si oui, pourquoi faire? La question est posée ainsi. Puis une autre question qui évoque, il y en a deux même, les questions afférentes à la religion. Est-ce que ce n'est pas là un facteur qui rend très compliqué, voire impossible, la relation entre la Turquie et l'Union européenne? Donc, c'est deux questions qui me sont parvenues. Y en a-t-il d'autres dans la salle tout de suite? Monsieur là-bas? Ah bon, on vous fait courir malheureusement là. Monsieur, oui. Bonsoir, Emilien Schmitt, je suis étudiant à l'IRISUP. Félicitations. Merci. Et je m'intéresse particulièrement aux questions migratoires. Et du coup, on sait que la Turquie est un des pays qui fait partie de la politique d'externalisation des frontières de l'Union européenne. Et est-ce que ça ne représenterait pas également un frein et un blocage à l'adhésion? Parce qu'on sait que du coup, si la Turquie rentre dans l'Union européenne, ça fait perdre une part du blocage, notamment des réfugiés du Moyen-Orient. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, donc, qui veut répondre sur l'opinion publique en Turquie? Il y a beaucoup de sondages qui sont réguliers. La moyenne donne environ 65 à 67% en faveur, enfin pour les citoyens turcs, en faveur de l'Union européenne. Les raisons ne sont pas très créatives. La démocratie, l'économie, la solidarité,
Enfin, ce genre c'est tout ce qui est de base, disons. Donc l'opinion publique continue à être favorable et il y a les mêmes sondages posent aussi plusieurs autres questions concernant donc les religions. En moyenne, c'est entre 12 et 14% des Turcs ne veulent pas l'État laïque. Donc, si jamais un jour c'est plus et que la Turquie change de constitution et devient un État religieux, alors pas de place pas seulement en Europe, mais la Turquie ne peut même pas être membre du Conseil de l'Europe. Mais pour l'instant, il n'y a pas une demande populaire comme ça pour que la religion devienne un facteur qui, dans les lois, dans la Constitution. Ça peut, enfin, évidemment, il peut y avoir des politiciens dans des fonctions importantes qui sont beaucoup plus pieux que la moyenne du pays. Mais quand même, il faut beaucoup plus que ça pour changer un pays, une constitution d'une façon aussi radicale. En plus, c'est une république qui a été fondée comme étant une république laïque, mais à partir d'un empire ottoman qui était déjà depuis un siècle progressivement laïcisé. Donc, on pense que c'est bien ancré, mais on ne sait jamais. Vous savez, des gens qui sont très intéressants commencent à être élus à la tête des États, ou bien on manifeste un potentiel d'être président de la République un jour dans plusieurs pays du monde. Donc, on ne sait pas, évidemment. Mais là, on a des données pour cela. La migration, c'est une question toujours, est-ce que c'est bien engageant et intégrant davantage le pays ou pas? Je ne parle pas d'être membre à part entière d'une union européenne comme aujourd'hui, parce que c'est une formule tout à fait différente maintenant qui est à l'horizon, mais en laissant un pays en dehors, ça devient trop transactionnel, beaucoup trop de marchandage, alors que ce sont des humains, des vies humaines qui sont concernées. On espère que ce problème, comme plusieurs autres problèmes, vont bénéficier des effets positifs d'un processus qui marche entre l'Union européenne et la Turquie. Et c'est pourquoi l'union douanière aura des effets, on espère, comme dans le passé, qui vont amplifier les effets positifs espérés des autres lignes d'action, comme dans la défense, comme dans les politiques migratoires, comme dans l'énergie, l'état de droit. Voilà, donc il faut une dynamique, en tout cas. Sinon, la formule égale MC carré devient caduque aussi. Alors, en ce qui concerne les flux migratoires et la politique d'externalisation de l'Union européenne, vous dites ça. Alors, le problème peut concerner en particulier la Turquie, mais c'est un problème large pour la question des flux migratoires pour l'Europe. Là, je viens de publier un article sur, par exemple, l'économie israélienne. À cet égard, il m'est arrivé d'aventure situer la région, ce qu'on appelle MENAT, Moyen-Orient, Afrique du Nord, et, comprenant la Turquie, MENAT, le T étant turc, à l'ensemble des pays européens, du point de vue de la population. Dans les années 60, il y avait un super écart entre les deux régions. MENAT ne faisait même pas 10% de l'Europe. Et actuellement, les pays de MENAT leur population est supérieure à la population européenne de l'ensemble. Mais c'est impressionnant la croissance quand vous le regardez. Alors, si dans cette région, les choses ne vont pas très bien, et cette région, c'est vraiment un voisinage immédiat, et vous avez d'énormes pays comme la Turquie, l'Égypte, qui sont très, très peuplés. Et déjà, si chez eux non plus, ça n'allait pas bien, ne serait-ce que considérer la Turquie. Une Turquie qui va bien, c'est au profit de l'Europe aussi, et puis tous les pays qui sont environnants. Si on ne pouvait pas aider ces pays-là d'une manière ou d'une autre,
la migration serait subie, aussi bien pour la Turquie, dans l'exemple turc, et des migrants qui se trouvent déjà en Turquie. On en a donc beaucoup de Syriens, plus de 4 millions, mais on parle parfois de 10 millions de migrants en Turquie qui viennent déjà même de l'Afghanistan. Le monde est comme ça. Eh bien, on peut essayer d'externaliser tous ces gens ou bien essayer de trouver des solutions, d'autant plus que l'ensemble des pays avancés, la population de l'ensemble des pays avancés, c'est seulement 15% de la population mondiale, même moins. Donc, à un jour ou l'autre, on a besoin dans les pays avancés de la main-d'œuvre, mais aussi on a besoin de vivre en bonne intelligence avec son environnement. Voilà. Alors, très, très brièvement, avant de partir, parce que j'ai un train à prendre, donc je vais partir, je voulais juste rebondir sur la religion, parce que je trouve qu'il y a une position qui est très intéressante, et celle de Delors, qui l'avait exprimée en 2002. Delors, bon, c'était un socialiste, mais c'était un catholique, et c'était un fervent partisan de l'intégration européenne. Et bien, il était favorable, enfin, il avait laissé comprendre qu'il était favorable à l'intégration de la Turquie à l'Union européenne. Pourquoi? Parce que, étant conscient qu'il y avait certaines tensions ou prétendues tensions entre l'Occident et l'islam, il considérait que l'intégration européenne est justement là pour promouvoir la paix lorsqu'il y a un problème. Alors, il disait, si on a réussi à le faire entre la France et l'Allemagne après 5 siècles de guerre, eh ben, ça devrait pouvoir se faire également avec un pays musulman. Et c'est un peu le sens profond de l'intégration européenne, hein. Le sens profond de l'intégration européenne, c'est de se mettre à coopérer et de s'intégrer avec ceux avec qui on a eu des tensions. On en a eu avec l'Empire ottoman dans le passé. Et donc, ça peut être retourné on peut dire que c'est un argument, un problème, mais on peut dire aussi que c'est justement parce qu'il y a ce problème qu'il faut ouvrir à la Turquie. Et sur ça, je dois vous quitter parce que j'ai un train à prendre. Désolé. Bon retour vers les rives bruxelloises alors. Merci à toi Federico, à bientôt. Qui veut la parole? Oui, c'est une provocation. Merci pour tous ces points. J'ai noté que vous avez mentionné une méfiance à l'égard de Turquie en ce qui concerne l'industrie militaire. Moi, j'aurais dit c'est plutôt une méprise même. Parce que si vous voulez, l'histoire de S-400, les roquettes russes, vous l'avez évoqué, mais vous l'avez pas évoqué le prétexte. Dans le sens où la Turquie avait demandé des patriotes, c'est naturel, un pays membre de l'OTAN, suite à revue de cet équipement, a trouvé la seule solution d'aller chercher chez les Russes. Et aujourd'hui, on cherche pour bloquer la Turquie d'un point de vue alliance militaire. Comment vous voulez que la Turquie s'organise de cette alliance, cette nation européenne? Merci. Je tiens à préciser, quand je parle de méfiance sur l'industrie du militaire, je dis que les méfiances géopolitiques qu'il y a aujourd'hui entre l'Europe et l'Occident et la Turquie ont eu comme conséquence l'absence de coopération sur le plan des politiques industrielles de défense et des achats capacitaires et stratégiques. Et donc, ce que vous mentionnez, les réticences, je ne crois pas que les Américains avaient dit non aux patriotes, mais ils traînaient des pieds et ça avait fortement énervé les Turcs, s'expliquait déjà par ce contexte géopolitique. Donc, à la fin, on comprend toujours les choses par même l'économie, à la fin, par le contexte géopolitique. Et dans ce cadre-ci, en Occident, à tort ou à raison, et ça je ne sais pas, je ne suis même pas un spécialiste de la Turquie, on perçoit la Turquie comme étant un peu ambiguë, ou peut-être ayant des positions qui peuvent être conçues comme un peu anti-occidentales, enfin la Turquie d'aujourd'hui. Et donc, il y a ces méfiances qui ont des répercussions sur le Patriote, sur le S-400 en réponse des Turquies, et puis sur le reste. Mais c'est une conséquence des méfiances géopolitiques. Et sur ce... Merci beaucoup, Federico. Bon retour. J'ai une question justement qui fait un peu la suite de ce que vient de dire Federico. Il y a un monsieur qui nous dit, alors c'est un peu le contrepoint de ce que tu évoquais précédemment, je le cite, si les Turcs sont favorables à l'entrée dans l'Europe, il faudrait qu'ils votent pour un candidat pro-européen. Or, les déclarations récentes de M. Erdogan sont un repoussoir aux meilleures initiatives. Ce n'est pas conjoncturel momentané comme ça. Les gens ne votent pas rien que pour cela.
52% ont voté pour lui, 48% pas, mais parmi ses électeurs, il y a beaucoup de pro-européens et lui, il ne s'est jamais prononcé contre l'Union européenne. Il a juste eu des actions qui sont contradictoires. Donc, lors de ces élections, l'Europe n'était pas un enjeu. Je crois que la Turquie est très européenne sur ce point-là. De ne pas savoir l'Europe comme un enjeu électoral. C'est un peu délicat, vous savez, bientôt on aura les élections européennes et puis les partis pro-européens n'ont pas forcément le vent en poupe. Et évidemment, la Turquie a peut-être des progrès à faire à cet égard, mais au sein même de l'Europe, c'est une question délicate. Surtout au Parlement européen, les représentants qui sont élus au Parlement européen, il y a j'ai comme impression, un fort poids justement des personnes qui sont contre l'Europe même. Donc, donc je retourne un peu la question au monsieur, il faut avoir une cohérence de l'ensemble, peut-être au sein même de l'Europe, pour que les pays tiers puissent adhérer plus facilement au projet. Autre question? Non? Ah, si. Bonjour, merci pour vos interventions. J'aurais une question sur l'acquis communautaire. Donc, comme vous l'avez dit, la majorité a été déjà transposée en 2004. Est-ce que, du coup, au fur et à mesure de l'enlisement de ces négociations, est-ce qu'on n'a pas un risque de retour en arrière et voilà, de démantèlement un peu de tout ce qui a été transposé dans le droit interne? Vas-y, je t'en prie. Mais si j'ai bien compris, si on ne fait pas de progrès, l'acquis communautaire transposé sera aussi perdu, c'est ça? Oui, bien sûr. En plus, cet acquis communautaire est en évolution. C'est pourquoi cette union douanière doit être modernisée. Enfin, cet accord commun économique entre l'Union européenne et la Turquie doit être modernisé et ça doit également intégrer les nouvelles législations concernant l'accord vert et les exigences de l'accord vert concernant son côté financement aussi, concernant le marché numérique européen, avec tout ce qui a à faire à la législation concernant l'intelligence artificielle, la sécurité cyber, la gestion des données et privées. Enfin, tout cela sont maintenant, c'est comme ça que c'est autour de tout cela que l'économie mondiale tourne. C'est pourquoi la Turquie doit être en conformité pour être concurrentielle avec les règles, les standards européens et pour la puissance, pour l'influence des législations européennes en ces matières-là, c'est bien cette extension vers la Turquie. Donc, ce serait important. Sinon, oui, une régression n'est ni dans l'intérêt de la Turquie, ni celui de l'Europe. Effectivement, avec cet enlisement, il y a eu déjà des régressions au niveau de la Turquie, notamment au niveau de ces instances de régulation à plusieurs égards, mais ne serait-ce qu'en économie, des autorités de régulation économique en Turquie qui étaient devenues indépendantes, autonomes maintenant, à commencer par sa banque centrale. On n'a plus cette autonomie. Et le pays a changé de régime. On est passé à un régime présidentiel qu'on a du mal à pratiquer, y compris même le président et son parti au pouvoir. Ils essaient constamment de le changer, essayer d'adapter aussi à leur manière, et sans qu'il y ait ne sais-ce qu'au niveau suprême. Donc, c'est au niveau de l'équilibre des pouvoirs en Turquie. Ça, on est allé très en arrière sans l'ancrage européen. Une fois que, ça y est, on a pris notre envol par rapport à l'Europe, on a quitté cet ancrage européen. Au niveau institutionnel, donc au niveau de l'acquis communautaire, on est déjà en arrière de là où on était au milieu des années 2000.
Dernière question ou pas? Oui, ah si, il y en a deux. Oh bah là, ah, il y a les retardataires là. Bon, allez, on a un peu de temps, donc ce sera des questions brèves et des réponses brèves. Füsun. Oui, Füsun Türkmen de l'Université Galatasaray à Istanbul. Donc, si on fait le point, il est clair qu'il y a un blocage politique entre l'Union européenne et la Turquie. Et les deux, peut-être, les deux seules voies de dialogue, mais les deux points de contact, c'est le transactionnel et c'est le transnational. Le transactionnel avec la question migratoire, c'est, disons, une dimension plutôt négative quand on pense de la perspective des valeurs comme l'a souligné Bader. Mais il y a le transnational qui est positif et dont nous faisons partie ce soir. Et peut-être que c'est un effort donquichotesque, mais nous y tenons toujours. Donc, ma question est la suivante. Le transactionnel deviendra ce qu'il deviendra. Ça ne dépend pas de nous. Et ça dépend aussi un peu du politique. Mais le transnational, jusqu'où peut-il aller? Que peut-il faire de plus? Quelles sont ses limites? Quelles sont ses possibilités? Attends, il y a monsieur là, oui. Bonsoir. Moi, j'avais une petite question en ce qui concerne la politique des visas. Et on sait que le fait, notamment pour les jeunes générations, de pouvoir se déplacer dans les pays européens permettra de créer des liens entre les sociétés. Est-ce qu'il n'y a pas là une marge d'amélioration du côté européen, à savoir une plus grande libéralisation? Merci. Et il y avait, oui, monsieur, et ce sera le dernier. Bonsoir. Sur le volet économique, vous n'avez pas évoqué la question monétaire. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'inflation en Turquie, à peu près 65% d'inflation. Donc dans le même temps, il y a beaucoup de croissance. Donc en gros, ça veut dire que si vous êtes entrepreneur en Turquie, ben, tout va bien. Un peu moins si vous êtes salarié ou fonctionnaire ou retraité. Donc je comprends bien l'intérêt de la Turquie d'intégrer l'Union européenne et donc de favoriser avec une monnaie qui s'est beaucoup dévaluée ses exportations. Je le comprends un peu moins dans le sens européen où la monnaie est l'euro, qui est un ensemble, donc, vous l'avez dit, sans croissance. Et donc, à part mettre en concurrence le salarié italien ou français avec le salarié turc, qui serait un pays où les coûts de production sont beaucoup plus bas, je comprends un peu moins dans ce sens-là. Merci, vous avez le don de poser des questions simples à la fin. Füsun, merci pour ta question sur le transnational. Vous avez 3 heures. Bon, allez, plaisanterie mise à part. Visa, question monétaire transnationale. Füsun, tu nous pardonneras à l'avance. Je pense qu'on ne te donnera pas une réponse complète. Füsun Türkmen. Ça lance le débat. Bien sûr. Füsun Türkmen a posé la question presque existentielle pour l'Union européenne, pour la civilisation humaine, finalement, n'est-ce pas? Non, c'est très important, mais je crois qu'une part des réponses viendra de la technologie, parce que ça rend l'espèce humaine transnationale, mais pas toujours dans positif. Enfin, c'est subjectif, mais nous savons bien tous les effets négatifs qui peuvent changer le monde tel que nous ne le souhaitons pas, nous, mais est-ce que c'est important? Ce que nous souhaitons, c'est une évolution donc, ce qui continue, peut-être que pas d'une façon aussi biologique et organique que nous avons été comme espèce vivante sur cette planète. Donc, on verra ce qui va se passer. Mais il y a beaucoup de problèmes de perdre leur importance aussi, beaucoup de questions. À 10 Downing Street, il y a un hindou. À La Haye,
peut-être il y aura une Turque, enfin une Hollandaise d'origine turque, oui, turque, une Hollandaise d'origine turque qui est d'origine kurde. C'est bien. Barack Obama était le nom d'un président des États-Unis déjà il y a 10 ans. Donc, transnational, on peut pas le gérer, mais je crois que c'est inévitable. Mais je m'arrête là. Je m'arrête là. Pour le visa, c'est une question très, très, très grave parce que, oui, il y a des personnes en provenance de la Turquie qui peuvent ne pas être souhaitées sur le territoire de l'Union européenne, mais pour peut-être 3-4% des personnes non souhaitées, on empêche des étudiants, des acteurs, des investisseurs, des entrepreneurs, des voyageurs, des consommateurs. Et certains pays de l'Union européenne ne font pas la même chose et ils gagnent au détriment des autres. Merci beaucoup. Oui, j'imagine. Alors, très rapidement, vous avez grandement raison. La Turquie ne peut pas entrer dans l'Union européenne en l'état. Elle essaie actuellement d'appliquer un programme de stabilisation façon pratiquement FMI. Hein, c'est ce qu'elle est en train de faire. Et est-ce qu'elle va pouvoir continuer à appliquer vu que les élections municipales en Turquie s'approchent aussi? Donc, on peut être à 2 doigts de dévier de ce programme. Mais une fois dans son histoire, hein, au début des années 2000, la Turquie, avec un ancrage institutionnalisé avec l'Union européenne, la Banque mondiale, a réussi à, à mettre vraiment d'équerre tous ces agrégats monétaires. Et au niveau des salaires et tout, elle avait vraiment trouvé un sentier de croissance très équilibré, sans inflation ni une diminution des salaires. Il n'est pas dit qu'elle ne la retrouve pas. Donc tout dépend de ce que veulent les deux parties, de ce que veulent les deux parties. Bien, écoutez, merci, merci à tous tout d'abord, à tous ceux qui étaient présents et ceux qui étaient connectés. Merci à nos 3 intervenants pour la richesse de vos réponses. Je pense que nous n'avons pas été exhaustifs, mais ce n'était pas le but de toute façon. Mais c'était aussi très utile de faire un point de situation à la fois sur des problèmes de fond, des questions de principe, des questions de valeur éventuellement, mais aussi sur toute une série d'aspects très conjoncturels qui montre que ce dossier, eh bien, il n'est pas derrière nous, il est devant nous, qu'il y a encore beaucoup d'efforts probablement. Espérons ce soir avoir fait œuvre utile, avoir permis à chacun d'entre nous, individuellement, mais aussi collectivement, de mieux saisir les enjeux, les défis, les obstacles, mais aussi les raisons d'espérer à une meilleure et à une coopération entre la Turquie et l'Union européenne. Merci à toutes et à tous.